Bonjour Tam Traduit. Bonjour. Merci d'être là, directrice adjointe de la rédaction de Public Sénat. Bonjour Pablo Pio-Vivien. Bonjour. Merci également d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Regard. On en parlait à l'instant avec Baptiste, il y a de forts enjeux. Alors évidemment, il y a de forts enjeux dans les villes, mais est-ce que finalement, compte tenu du contexte politique national, des difficultés au Parlement pour trouver un compromis, Tam, ça va être plutôt un scrutin local avec quand même un enjeu national? On a tendance à dire généralement que le scrutin municipal, c'est un scrutin qui est pour de nombreuses villes déconnecté de la vie politique nationale, avec notamment la prime au sortant, etc. On va dire, ça c'est une habitude. Mais c'est vrai que là, on est dans un scrutin, qui forcément va être aussi bouleversé par le contexte politique national. C'est une situation qui inquiète les Français, les maires. On a tout le sujet du budget des collectivités qu'on a entendu tout au long des congrès des collectivités qui, bien sûr, aussi impacte tout de même cette campagne. Avec, vous ne pouvez pas faire tout à fait les mêmes promesses de campagne quand vous craignez infiniment pour votre budget, que vous ne savez pas sur quel pied vous allez danser. Et puis, il y a aussi une note de la Fondation Jean Jaurès cet été qui a averti sur le fait que la dichotomie qui existait jusque-là de façon très claire entre la vie politique nationale et la vie municipale pouvait commencer à se réduire avec un certain nombre de villes où on peut commencer à le voir, une montée notamment de l'extrême droite. On va bien sûr prêter énormément attention, notamment à ce que va faire le Rassemblement national dans le Sud-Est. Et puis, on voit même, on a entendu Laurent Wauquiez hier, maintenant, qui appelle à voter contre... pour tout le monde, sauf la France insoumise. Donc on entend quand même un certain nombre de villes où, par exemple, il pourrait y avoir des tentatives d'union des droites. Bourg-en-Bresse, par exemple, sera une ville à laquelle on prêtera beaucoup d'attention. Et on sait qu'il y a déjà cette union des droites. Quand vous parlez de dichotomie, Tam, c'est que c'est vrai qu'on observait ces derniers mois, ces dernières années, deux scrutins. Les scrutins nationaux où il y avait les macronistes, LFI, le RN qui étaient en position de force, et les scrutins locaux où le LR et le PS gardaient un ancrage fort. Et où on avait cette espèce de parti traditionnel qui n'existe plus quasiment au niveau de la vie politique nationale, qui effectivement continuait à représenter ces élus en lesquels les Français ont confiance, qu'ils connaissent depuis longtemps et qui n'ont pas démérité, bien sûr, sur le terrain. Ouais, Pablo, le contexte national, il va jouer plus que d'habitude? Je ne sais pas s'il a joué plus que d'habitude. En tout cas, aujourd'hui, tout ce qui se passe, toutes les problématiques en fait des gens qui touchent leur quotidien dans leur ville ou dans leur village, ne sont pas très présentes dans les campagnes qui sont menées par les différents acteurs municipaux, les acteurs en campagne. Là, pour l'instant, ce dont ils s'occupent, c'est la composition des listes et avec qui je vais faire alliance. On ne parle que de ça. Dans les villes moyennes et dans les grandes villes, c'est alors avec qui LFI va aller. Est-ce qu'ils vont aller avec le Parti socialiste? Enfin, ils vont jamais avec le Parti socialiste, mais est-ce qu'ils vont aller avec les écologistes? Est-ce que les écologistes vont avec les socialistes? Genre, lorsque vous êtes du côté de la droite, je prends par exemple l'exemple de Marseille, toute la question n'est pas de savoir qu'est-ce que raconte Martine Vassal, mais est-ce qu'elle va faire une alliance avec le Rassemblement national? Et il en va de même pour des candidats Renaissance. C'est à qui Renaissance a donné sa validation? Alors, est-ce que c'est à Aulas à Lyon, etc. Et comment ça se passe? Et Aulas a le soutien de qui? Mais au fond, on ne parle pas du quotidien des gens. On ne parle pas en fait de toutes les problématiques que vont avoir à gérer ensuite les maires. Donc oui, il y a un brouillage à ce niveau-là. Peut-être, comme le disait Tam, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une prise de force en fait de la part du national sur le local. Mais ça va aussi, il y a une étude qui est sortie hier du Cevipof qui montrait que ce dont étaient le plus inquiets les Français aujourd'hui, et c'est la première fois dans l'histoire de cette étude que la première inquiétude des Français, c'est la crise politique. Auparavant, c'était la crise économique, l'écologie, la guerre, que sais-je, la dette. Là, c'est la crise politique. C'est-à-dire que tout d'un coup, les Français et les Françaises, et je pense d'ailleurs qu'ils ont raison à ce niveau-là, voient tous ces représentants, tous ces élus, tous ces partis en fait qui font notre vie démocratique, qui fondent notre vie démocratique aussi. Ils se disent mais on n'a plus rien à voir avec ça. Et je pense que ça effraie et c'est peut-être aussi pour ça que tout d'un coup il y a un raccrochage entre ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau local. Je pense aussi qu'il y a une prise du
local sur le national, parce qu'on voit aussi un certain nombre de parlementaires qui ne veulent pas forcément aller jusqu'à la dissolution en raison des élections municipales et qui disent tous évidemment qu'on ne va pas assister à un bazar parlementaire et politique absolu juste avant ces élections sur lesquelles on va avoir quand même un regard aussi qui va nous influencer sur la présidentielle. Ça, je pense qu'il y a quand même cette dimension de les municipales vont-elles aussi constituer un galop d'essai pour la présidentielle. Donc vous voyez, c'est vrai que... Faites ma transition, Tam, sans le savoir, vous êtes parfaite. Justement, on va écouter Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, effectivement, qui sont déjà lancés dans la campagne des municipales avec en ligne de mire la présidentielle. Ce seront des élections politiques du fait du contexte actuel d'effondrement du pouvoir politique et parce que nous serons à 1 an de l'élection présidentielle dont ceci pourrait bien être un galop d'essai. Je pense qu'il est évidemment important pour nous de s'investir sur les municipales, pour continuer à faire nos preuves, pour aussi préparer les élections sénatoriales. Et puis, c'est autant de points d'ancrage pour les élections présidentielles et législatives qui viennent. Donc, il y a une forme d'entraide. Les députés vont venir aider les têtes de liste municipales. Et les têtes de liste municipales, eux-mêmes, sont le relais du travail des députés à l'Assemblée nationale. Voilà, on entend un peu même son de cloche chez Jean-Luc Mélenchon et chez Marine Le Pen. Alors, c'est deux partis qui n'ont pas un énorme ancrage local et qui veulent faire des municipales un tremplin pour la présidentielle. Oui, c'est deux parmi les mouvements en fait les plus dynamiques dans la politique française. Et il s'agit aussi de deux mouvements qui sont des challengers au niveau des municipales parce qu'ils ont très peu d'élus sortants. Donc pour eux, il y a un gros enjeu. Le choix qui est fait par Jean-Luc Mélenchon et par Marine Le Pen est de nationaliser l'élection. C'est pas forcément... Enfin, on le voit, moi je suis les campagnes notamment à gauche dans différentes villes. C'est pas forcément le choix qui est fait par les têtes de liste ou les listes, par exemple, du mouvement Insoumis. Hein. Eux, ils essayent au contraire de localiser, municipaliser leur campagne, de dire, attendez, nous on va faire comme Zoran Mamdani, le maire de New York, qui a réussi à gagner en déjouant beaucoup de pronostics. On va faire des campagnes sur le quotidien. Je vois par exemple Sophia Chikirou, on est à Paris ici. Sophia Chikirou, elle essaye de faire ça, elle essaye de faire un peu la même chose. Sauf que, évidemment, on revient à ce que disait Tom tout à l'heure, les gens, ils sont rattrapés, en fait, par le politique. C'est-à-dire que, moi, je vois des candidats, j'ai parlé à des candidats dans diverses villes de France, et ils me disent, oui, mais là, c'est le candidat de Jean-Luc Mélenchon. Et on n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, alors comment on va faire? Alors que, il est pas mal, c'est pas mal ce qu'il raconte. Donc, j'imagine qu'il en va de même du côté de l'extrême droite. C'est-à-dire que si on a un problème avec le Rassemblement national, mais que le candidat, finalement, il dit des choses qui nous intéressent. Je veux dire, il y a des forcément, il y a des intrications. Là où, faut quand même pas oublier que la majorité des candidats aux municipales sont sans étiquette. Hein. Parce que là, on parle des grandes villes, on parle des grands partis, mais la majorité sont sans étiquette. Et que ceux-là, ils passent un peu sous les radars, ils sont pas exactement au même niveau, avec en plus des changements sur la question des listes, parce qu'avant, vous aviez, à partir d'un certain nombre d'habitants, c'était, je crois, 3000, il n'y avait pas de liste, en fait, qui se présentait. Il y avait un panachage. Il y avait un panachage. Et donc, cette question-là change beaucoup de choses en fait au niveau des toutes petites communes et on en parle assez peu et pourtant ça touche quand même beaucoup de gens et Marine Le Pen parlait des sénatoriales, elle a raison d'avoir ça en ligne de mire, mais les sénateurs ils sont aussi beaucoup élus par des gens qui sont issus de ces toutes petites communes sans étiquette. Oui, et d'ailleurs, actuellement, on a 3 élus Rassemblement national au Sénat. Donc, il en manque quand même encore 7 avant de pouvoir réussir à constituer un groupe. Mais on sait que ça fait partie, bien sûr, des objectifs du Rassemblement national de pouvoir constituer un groupe ici au Sénat. Et pour cela, il y a bien sûr le fait de conquérir un certain nombre de mairies. Donc, je le disais, dans le Sud-Est notamment, il y a un certain nombre de chances. On évoque par exemple Toulon, où La Valette serait en bonne place pour pouvoir remporter la mairie. Mais il y a aussi une autre stratégie qu'évoquaient certaines personnalités du Rassemblement national, c'est de pouvoir être présent
sur des listes d'élus sans étiquette. Et tout ça peut quand même aussi faire grossir les grands électeurs qui pourraient ensuite voter Rassemblement national, pas forcément conquérir la mairie, mais commencer à être dans des équipes municipales, notamment dans le Nord. Allez, on le disait, J-100, on va évidemment continuer à suivre très très régulièrement cette campagne des municipales. Et on se posait la question de savoir si le contexte politique allait influer sur la campagne des municipales. On va en parler du contexte politique, parlementaire et de la question budgétaire. Sébastien Lecornu va-t-il réussir son pari sur le budget de la sécurité sociale? Il y a un premier vote aujourd'hui sur la partie recettes qui sera important. Hier, il a passé sa journée en séance à l'Assemblée où il a abattu quelques cartes. On voit ça avec Fabien Ricard. Pour faire adopter coûte que coûte le budget de la sécurité sociale, Sébastien Lecornu abat ses dernières cartes et fait monter la pression sur les députés. Vous avez un risque financier à ne pas avoir de texte pris pour la sécurité sociale. Cela vous dérange, cela vous déplaît, mais je vous l'ai dit, nous n'endosserons pas n'importe quoi. Au cœur des débats et d'intenses tractations, la hausse de la CSG sur les revenus du capital, votée en première lecture à l'Assemblée, supprimée par les sénateurs, la mesure était réclamée à gauche, désapprouvée à droite. On ne parle plus de grandes fortunes, on ne parle plus de grands groupes, on ne parle plus de multinationales, on ne parle plus, monsieur David, des plus riches. On parle de l'épargne populaire des Français et des classes moyennes. Le gouvernement arrache finalement un compromis par un amendement qui doit épargner les classes moyennes tout en sécurisant 1,5 milliard d'euros de recettes, adopté par 177 voix, mais vivement critiqué par le RN. Monsieur Wauquiez, il était à 2 doigts de nous faire le coup de Madame Borne que la carte vitale allait s'arrêter au 1er janvier. Alors, on sait que c'est pas vrai, voilà, d'accord? On sait que c'est pas vrai. Donc arrêtez. Par contre, on sait que vous êtes revenu à la niche. Ah, on avait un doute sur le vote du PLFSS, c'est bon. LR, ils vont voter tout à la niche, la gamelle, la bonne gamelle. Pour arracher un compromis grâce aux voix du PS, le gouvernement renonce par ailleurs au doublement des franchises médicales. Cela suffira-t-il à parvenir à un vote sur le budget de la Sécu? Réponse dans la journée. Ethan, d'abord un mot sur la méthode Lecornu. On l'a vu hier, extrêmement présent à l'Assemblée. Il négocie point par point avec des suspensions de séance dans laquelle il va négocier avec les chefs de groupe. C'est une méthode un peu inédite quand même d'avoir un Premier ministre aussi présent dans les débats budgétaires. C'est une méthode qui peut payer ? En tout cas, d'évidence, hier, ça a payé. C'est déjà ce qu'il avait fait. Rappelez-vous, lors du premier passage du PLFSS à l'Assemblée nationale, il avait déjà siégé, je me rappelle, ce vendredi, où il avait fait lui-même un certain nombre d'annonces de concessions au Parti socialiste. Donc, il est coutumier du fait. Et hier, c'est vrai qu'il a joué à la fois la dramatisation, quand même, dans l'hémicycle, en disant s'il n'y a pas de budget de la sécurité sociale, c'est la survie de notre système social qui est en jeu, etc. Il a fait passer une note quand même aux parlementaires qui était signée Pierre Pribil, dans lequel il explique le coût que ça pourrait représenter s'il n'y a pas de budget de la sécurité sociale adopté à la fin de l'année. 30 milliards d'euros, très forte dégradation des comptes de la sécurité sociale. Et puis, c'est vraiment quasiment lui qui a tenu le stylo pour arriver à cet amendement de compromis. Donc ce sujet, c'est celui de la hausse de la CSG sur le capital. C'était quelque chose qui était réclamé par les socialistes qui veulent plus de moyens pour la sécurité sociale, mais il y avait toute la droite qui s'y opposait au motif que ça va impacter notamment les petits épargnants. Et on se retrouve donc avec cet amendement où, en gros, on a une contribution financière pour l'autonomie qui a été votée. C'est un peu moins que ce que prévoyait le Parti socialiste, quand même. Ça devait rapporter 2,8 milliards, ça n'en rapportera que 1,5. Et puis, en revanche, ça exclut les assurances-vie, les plans d'épargne retraite, les revenus fonciers. Et quand même, c'est incroyable, il a réussi à obtenir un vote pour du Parti socialiste, Renaissance, Modem, Lyotte et l'abstention d'LR d'Horizon. Qui en faisait une ligne rouge. Voilà. Sincèrement, on ne l'avait pas vu venir. Donc, je pense qu'on pensait absolument tous que le budget de la sécurité sociale était dans la seringue et qu'on voyait déjà un vote contre de façon sûre et certaine sur le volet recettes. Et puis, on se disait que le 9, il n'allait rien se passer. Bon. Peut-être qu'il y a de la lumière au bout de ce tunnel budgétaire. Ouais, elle peut marcher, la stratégie de Sébastien Lecornu. Il mouille le maillot, en tout cas, Pablo. Ah oui, ça, il mouille le maillot, il cherche
toutes les stratagèmes possibles pour essayer de faire passer son budget, ce qui reste son budget, parce qu'il sait que lui, il tient parce que le budget tient. S'il n'y a pas de budget, on pense que Sébastien Lecornu et son gouvernement disparaîtront. Donc, je vois qu'il essaye de sortir de ça. Là, il a vraiment sorti ça de sa manche. L'amendement d'amoindrissement, en fait, de l'assiette de la CSG, personne ne s'y attendait. Dans l'hémicycle, ils ont quand même, au début, ils avaient dit oui, on fait une pause de 30 minutes, et puis finalement, la pause a duré 2h30, parce qu'ils étaient tous dans le bureau de Gabriel Attal à essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on sortait de la CSG pour obtenir l'abstention des Horizon et des LR. Mais très honnêtement, tout ça ressemble quand même à des artifices, à des rafistolages pour essayer de faire passer. C'est-à-dire que là, on met la rustine sur une chambre à air, mais qui est complètement éventrée. Donc, vous mettez une rustine, vous allez tenir peut-être quelques mètres, quelques kilomètres grand maximum, mais au bout d'un moment, votre pneu va continuer de se dégonfler, voire vous allez abîmer la jante. Enfin, je veux dire, on est sur un truc qui est très grave, hier, je faisais un plateau et un peu comme ce que disait Tam, c'est-à-dire qu'en rappelant les arguments de Sébastien Lecornu, en disant oui, il faut un budget, économiquement, ce serait pas super de ne pas avoir de budget. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est que politiquement, avoir un budget qui ne satisfait personne est aussi un désastre. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête. C'est-à-dire que je rappelle ce qui s'est passé sur le projet de loi de finances du budget général de l'État, où vous avez un seul député qui étaient d'accord avec ce budget et les 576 autres qui n'étaient pas d'accord avec ce budget. Et là, on risque d'avoir un peu la même chose, mais à la fois les socialistes, les Renaissances, les Horizons, ou je ne sais pas qui pourrait voter pour ce budget de la sécurité sociale, enfin, notamment d'abord ce volet recettes, mais en gros, personne ne sera vraiment d'accord avec ce qu'il y a dedans. Mais ils le voteront tous à contre-cœur. Et ça dit Sébastien Lecornu, il dit c'est un budget qui ne satisfera personne, c'est un budget d'attente avant 2027. Oui, mais en fait, on ne fait qu'attendre. C'était la même chose l'année dernière. On avait dit aux parlementaires, attendez, là, on fait passer ça, vous n'êtes pas trop d'accord, mais on verra l'année prochaine. Et puis, l'année prochaine, et puis on verra encore. Et il va se repasser la même chose pour le budget 2027 qui sera voté dans un an. Et on est en train de perdre du temps alors que les Français demandent de la politique. Ils veulent de la clarification dans ce que font leurs politiques. Et qu'est-ce que le Parlement leur propose? Du brouillage. Du brouillage, on ne sait plus qui pense quoi, on ne sait plus quoi penser. Personne ne sait. Hier, il y avait Olivier Faure qui était interviewé, on lui dit bon alors la CSG machin, il dit alors je comprends pas. Il commence sa phrase je comprends pas. Oui, nous non plus on comprend pas, personne ne comprend. Et si le patron du Parti socialiste, qui est quand même un des acteurs clés de tout ce qui est en train de se passer, ne comprend pas, oui, il l'a demandé, mais en fait il sait plus trop en fait. Est-ce qu'il doit être d'accord avec la CSG au moment où Sébastien Lecornu sort l'amendement, il sait plus trop aussi. Et je le comprends. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des trucs qui sortent de la manche de Sébastien Lecornu, mais on n'est pas. Là, j'en parle comme si c'était un jeu. Or non, il s'agit d'un moment clé en fait de la vie de nos institutions. Parce que Sébastien Lecornu lui-même revient sur ses propres convictions pour. Mais en plus, oui. Et puis là, on nous dit tout ça en plus finira en 49.3. Donc alors au départ, Sébastien Lecornu nous a dit pas de 49.3, c'était une ligne rouge du Parti socialiste. Maintenant, les socialistes demandent le 49.3 parce que sinon, ils voient bien que ça passera jamais. On va en dire un mot du 49.3 parce qu'effectivement, il est demandé par les Républicains aussi. On va voir ce qu'en dit ce matin la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, c'était sur TF1. Nous n'utiliserons pas le 49.3. Je réponds à cette question à chaque nouvelle interview. Et donc c'est pas à ce stade pour le coup. Et je fais la même réponse. Ni aujourd'hui, ni jamais. Ce n'est pas au gouvernement d'engager sa responsabilité, c'est aux parlementaires d'engager leur responsabilité. Et il y a quelque chose d'un peu hypocrite à nous demander d'utiliser le 49.3 sur un budget que les parlementaires refusent de voter, tout en disant au gouvernement utilisez le 49.3 et puis on vous censurera pas. Ça peut pas marcher comme ça. C'est une demande de plus en plus pressante de la part de plusieurs parlementaires. Gérard Larcher aussi demande. Oui, Gérard Larcher, Bruno Retailleau qu'on a entendu cette semaine. Et puis on entend bien sûr du côté des socialistes un certain nombre de parlementaires qui se disent on n'aurait peut-être pas dû demander de ne pas avoir recours au 49.3 parce que le 49.3, au final, ça peut quand même bien aider à faire passer un budget, à éviter une loi spéciale. Et puis surtout un 49.3, si ça permet de faire passer ce que nous avons essayé de négocier avec Sébastien Lecornu,
Lecornu, à savoir sur le PLFSS, par exemple, la suspension de la réforme des retraites, ou par exemple cette mesure de compromis sur la CSG, ça pourrait bien nous arranger. Bon, le concept du 49.3, c'est que si vous dites 15 jours avant que vous allez passer par 49.3, bien sûr, il n'y a plus de discussion parlementaire. Donc, bon, le gouvernement ne va pas dire, de toute façon, aller jusqu'au bout pour essayer de travailler, le parlementarisme se retrouve vivifié. C'est pour dire qu'au final, c'est bien lui qui va finir par écrire la copie. Donc, on comprend qu'on est dans un petit jeu où tout le monde sait bien qu'il y a de fortes chances que c'est ce qui arrive au bout. Mais si et seulement si, on a quand même une vraie discussion parlementaire, s'il y a un accord en commission mixte paritaire. Enfin, vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'étapes avant d'arriver à la possibilité d'un 49.3 final. Et la gauche qui demande un compromis, c'est le cas du Parti socialiste, c'est le cas aussi également de Raphaël Glucksmann. Il était l'invité ce matin d'RTL, on l'écoute. Sur le PLFSS, c'est-à-dire sur la Sécu, il y a un compromis qui s'esquisse. Et moi, vous savez, je sais que c'est un gros mot en France, le compromis, mais je suis pour que ce compromis fonctionne. Et je salue d'ailleurs ce que font les députés socialistes et Place Publique qui entrent dans cette logique de compromis pour essayer de faire en sorte que les dépenses de santé ne soient pas la variable d'ajustement. Donc il faut voter ce PLFSS. Et donc il faut le voter. Et le PLF faudra le voter aussi ? Si un accord. Alors là, franchement, c'est bien trop tôt. On est déjà dans une situation complètement instable à cause de beaucoup de jeux de posture des uns et des autres sur le PLFSS, mais il y a un chemin. Et je pense qu'en fait, la France doit apprendre à faire des compromis. La gauche, le PS, la République, ils ont tout intérêt au compromis, Pablo ? En fait, ça dépend quel type de compromis. Le compromis dans un paysage politique, dans un moment politique complètement brouillon, c'est pas un compromis. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout. Enfin, c'est au pire une compromission, au mieux. Pas grand-chose. C'est-à-dire que les gens sont là, oui. Genre, on entend souvent cette phrase, oui, il faut que le Parti socialiste ramène des totems ou ramène des... J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire. Le problème, c'est l'architecture, en fait, de ce budget. C'est ça qui compte le plus. Or, qui a tenu le stylo de l'architecture générale du budget? C'est François Bayrou, enfin le gouvernement Bayrou, puis après le gouvernement Lecornu et Sébastien Lecornu lui-même. Donc, sur cette base-là, je ne vois pas en quoi un homme ou une femme de gauche, parlementaire, puisse chercher un compromis de ce côté-là. Je comprends, Raphaël Glucksmann a raison, il faut chercher les compromis, mais pour chercher un compromis, il faut avoir une identité et une direction claire dans ce qu'on a envie de dire politiquement. Si on n'a rien à dire et que la seule chose qu'on cherche, c'est le compromis, je suis désolé, mais vous entraînez la disparition de ce que potentiellement vous êtes. Or, aujourd'hui, on parle des socialistes, par exemple, et des sociodémocrates en général, puisque Raphaël Glucksmann, il n'est pas socialiste, il est au mouvement Place Publique. Avant que de faire des compromis, il faut définir ce que l'on est. Or, aujourd'hui, franchement, je suis bien en peine, et beaucoup de gens sont bien en peine de définir est-ce qu'est exactement un socialiste, est-ce qu'est un social-démocrate. Outre le fait qu'ils veulent absolument un budget et ils veulent absolument des compromis, ce qui n'est pas suffisant. Il faut un compromis, avec une colonne vertébrale, c'est ce que vous expliquez, Pablo, mais il faut aussi un compromis qui puisse aboutir à quelque chose. Parce que tout de même, ce que l'on a vu cette semaine, c'est que potentiellement, Sébastien Lecornu, à force de regarder du côté du Parti socialiste, pouvait perdre une partie du socle commun. On a vu bien sûr la sortie d'Édouard Philippe qui a dit « En l'état, je ne voterai pas le budget de la sécurité sociale ». Quelle serait la rentabilité du Parti socialiste à voter pour un budget ou à s'abstenir sur un budget ou en tout cas à faire en sorte qu'un budget passe alors qu'il ne passe pas parce que le socle commun est en train de se déliter. Il y a aussi ce sujet-là. Donc à ce moment-là, il n'y aurait aucune raison de venir se rejoindre à un bateau qui coule. Donc je pense qu'à chaque fois, il y a aussi un fonctionnement en vase communicant en fait entre le socle commun et le Parti socialiste. Alors où est-ce qu'on voit un petit peu de lumière au bout du tunnel? C'est avec ce qui s'est quand même passé hier autour de cet amendement sur la CSG. Et d'ailleurs, je trouve que ça donne un certain éclairage sur ce qu'a fait Édouard Philippe. Parce qu'on s'est tous dit, est-ce que, en fait, il veut faire complètement imploser la machine avec cette sortie mardi, ou est-ce qu'il est en train de mettre la pression un maximum pour que le compromis qui se dessine soit en train de se déplacer vers le socle commun? Bon, avec l'abstention des députés Horizon,
on se dit peut-être qu'il était plutôt dans une manœuvre de pression, dans un cadre de négociation, et que au final, si le compromis se déplace, il est capable au moins de s'abstenir. Avec le problème, c'est de redroitiser un peu. Oui, et puis Édouard Philippe, il est dans une dynamique de lui, il essaye d'affirmer une identité politique, de se construire une identité politique en se détachant un peu du macronisme, parce que pour reprendre les mots de Tam, genre c'est un peu un bateau, un Titanic, quoi. Genre on se dit genre oulala, il arrive sur l'iceberg et vaut mieux pas rester dessus, en être. Donc ils essayent de se détacher un peu, d'affirmer une identité politique, et donc pour ça ils cherchent des moyens de se dire attendez, moi je suis de droite, donc genre pas de hausse des impôts, et puis que ça file droit dans les dépenses publiques. Encore plus libéral que les LR. Ici, rappelons qu'ils se sont abstenus sur la première partie du projet de loi de finances parce qu'il y avait trop d'impôts. Mais très honnêtement, je trouve ça cohérent en fait de sa part et logique politiquement. Ce qui se passe du côté du Parti socialiste, pour moi, l'est beaucoup moins. C'est-à-dire que je ne vois pas où est-ce qu'ils vont. Je rappelle que le Parti socialiste est arrivé avec 3 exigences à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, sur le gouvernement. C'était pas de 49.3, la taxe Zuckman et l'abrogation de la réforme des retraites. La taxe Zuckman... c'était l'abrogation au départ qui était demandée. Exactement. Voilà. Suspension, vous avez décalage. dit. Suspension, puis après décalage. La taxe Zuckman, ils ont dû s'asseoir dessus, même la version light. Et là, le 49.3, on est aussi en train de nous dire que finalement, il y aura un 49.3. Donc, qu'est-ce qu'il va rester finalement au Parti socialiste, si ce n'est d'avoir s'être battu sur certains points à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qui va rester de ces 3 points qui étaient des lignes rouges, vraiment indépassables au mois d'août et au mois de septembre? Il va rien rester, et c'est quand même un problème lorsque des partis ne tiennent pas leurs engagements ou changent en fait en permanence leur fusil d'épaule. Et on suivra tout ça, c'est pas fini. Encore toute une semaine de budget ici au Sénat, 10 jours Tam, et le mardi 15 le vote. Décembre. Mais oui, mardi. Et le 9 décembre. Le mardi, le vote sur le budget de la Sécu. Allez, on termine par l'histoire du jour ce week-end, c'est le Téléthon. 2 histoires à la une de la presse régionale. D'abord celle d'Arthur, elle fait la une du Maine Libre. Le Téléthon a changé sa vie, c'est ce que titre le journal. Il est atteint d'amyotrophie spinale, le petit Arthur. C'est une maladie dégénérative qui affecte les cellules nerveuses qui commandent le mouvement aux muscles. Sa maman raconte c'était une poupée de chiffon, il ne bougeait pas du tout, même pas la tête pour regarder sur le côté. Et après le choc du diagnostic, il y a eu l'espoir du traitement. On leur apprend qu'une thérapie génique existe. Arthur la reçoit le 24 janvier dernier, la veille de ses 2 mois. Aujourd'hui, il a 1 an. Il bouge les bras, il bouge les jambes. On se trouve très chanceux. 6 ans plus tôt, notre enfant ne serait plus là, raconte Élodie, sa maman. Et puis, il y a une autre histoire, c'est à la une de Libération Champagne, celle de Guillaume, 9 ans, qui lui souffre de la myopathie de Duchenne. Ça l'empêche de grandir, de faire du sport normalement. J'ai les muscles qui lâchent, raconte-t-il. Il va à l'hôpital à Paris tous les 6 mois. Il est au courant des progrès de la recherche, Guillaume, et il veut un traitement antigénique pour l'aider à stopper sa maladie. C'est son rêve. Il y a un essai clinique prometteur qui pourrait changer son quotidien, ainsi que celui de nombreux enfants. Alors pour que le rêve de Guillaume et des autres enfants puisse devenir réalité ce week-end, faites le 36-37 pour aider les chercheurs du Téléthon. Merci à tous. Merci Pablo, merci Tam, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, c'est Alexandre Poussard que vous retrouvez. Nous on se retrouve mardi. Très bon week-end et 36-37.